Bonjour. Dans la partie 2 du chapitre 7, du dernier chapitre de ce cours, nous allons traiter les propriétés des semi-conducteurs en rapport avec les défauts ponctuels. Alors je rappelle que dans la fin de la première partie, nous avons introduit donc la notion de théorie des bandes, théorie qui va nous permettre, si vous voulez, d'expliquer les propriétés de conduction des semi-conducteurs. Alors je rappelle qu'un semi-conducteur dans cette théorie des bandes est représenté par sa dernière bande de valence complètement pleine et une bande de conduction vide à 0 Kelvin. Alors je rappelle que le bas de la bande de conduction est repéré par l'énergie EC, le haut de la bande de conduction est repéré par l'énergie EV et que la différence EC moins EV détermine ce qu'on appelle l'énergie du gap, l'énergie donc de la bande interdite qui sépare la dernière bande de valence et la bande de conduction du semi-conducteur. Alors, généralement, ou usuellement plutôt, les énergies du gap des semi-conducteurs les plus connus, le silicium, germanium, GAS, si vous voulez, est de l'ordre, il est entre 1 et 1,5 électronvolts. Donc à température ambiante, un électron excité donc par l'énergie kT peut, si vous voulez, vaincre cette énergie EG et passer dans la bande de conduction et participer ainsi à la conduction électrique du semi-conducteur. Alors dans cette diapositive, donc, je reprends donc le schéma de bande du semi-conducteur et à température, comme je viens de le préciser tout à l'heure, à température ambiante, 300 Kelvin, un électron peut passer de la bande de valence à la bande de conduction. C'est ce que je fais sur ce schéma-là. Donc j'ai fait passer tous les électrons que j'ai ici en rouge dans la bande de conduction. Alors, lors du passage des électrons de la bande de valence à la bande de conduction, il laisse, si vous voulez, ce qu'on appelle des trous. Donc, le manque d'électrons est appelé un trou. Ça, c'est un vocabulaire à retenir lorsqu'on étudie les semi-conducteurs. Donc, nous avons chaque électron qui quitte sa place dans la bande de valence pour venir, si vous voulez, dans la bande de conduction, il laisse ce qu'on appelle un trou. Alors, dans cette première partie du chapitre 7, nous allons nous intéresser à l'occupation des états dans la bande de conduction et dans la bande de valence. Rappelons que les bandes d'énergie, c'est des bandes de niveau d'énergie. Alors, quel est le nombre de places occupées par les électrons dans la bande de conduction? Alors, je considère un petit intervalle dans la bande de conduction compris entre les énergies E et E plus dE, donc l'intervalle est donc c'est dE. Cet intervalle, il contient un certain nombre de niveaux que je vais appeler dN, un niveau d'énergie, et ce nombre de niveaux, je vais le calculer à travers la densité d'état dans la bande de conduction. La densité d'état que j'ai déterminée dans la première partie et que j'appelle dNE. Donc le dN, c'est dNE fois dE. Avec dNE, la densité d'état dans la bande de conduction, elle est proportionnelle à la racine de E moins EC, sachant que E est supérieur à EC puisque je m'intéresse aux niveaux qui sont dans la bande de conduction et EC, c'est le bas de la bande de conduction. Alors, si je sais que chaque niveau d'énergie peut accueillir deux électrons avec deux spins opposés, et que la probabilité d'occupation est donnée par la fonction de Fermi-Dirac, alors le nombre dN d'électrons dans l'intervalle dE est donné par la relation d petit n égale 2 fois Fn de E fois dN fois le nombre de niveaux que j'ai déjà calculé ici. Donc c'est 2 fois Fn de E fois dN de E dE. Et je rappelle que Fn de E, c'est la fonction de Fermi-Dirac donnée par cette expression-là. Alors, la définition, si vous voulez, de la fonction de Fermi-Dirac, Fn de E, c'est tout simplement
le nombre de cases occupées par les électrons dans l'intervalle DE, c'est-à-dire entre E et E plus DE, sur le nombre de cases disponibles dans cet intervalle. Donc c'est le nombre de cases qui seront réellement occupées par les électrons sur le nombre de cases disponibles, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'accueillir des électrons. Fn de E est une probabilité d'occupation, donc c'est, si vous voulez, à l'équilibre d'un niveau d'énergie E par un électron. Bien. Nombre de places occupées, cette fois-ci, par un trou dans la bande de valence. On va mener un raisonnement analogue à celui que je viens de décliner. Donc, je vais considérer un intervalle, si vous voulez, entre E et E plus DE dans la bande de valence. Il contient dn niveaux, et ce nombre de niveaux, je l'obtiens en multipliant la densité d'état dans la bande de valence fois l'intervalle DE. La densité d'état est donnée par cette relation-là, il est proportionnel à EV moins E à la puissance n de b, c'est-à-dire racine de EV moins E. Les énergies E, bien sûr, ici sont inférieures à EV puisque je suis dans la bande de valence. Alors, chaque niveau peut accueillir donc 2 places et la probabilité d'inoccupation, c'est-à-dire l'absence d'électrons, c'est Fp de E, qui est tout simplement 1 moins F de E. Donc, si je veux calculer le nombre de trous dans la bande de valence, c'est-à-dire le nombre de places laissées vides par les électrons, dp, c'est 2 fois Fp de E, dp fois dE, avec Fp égale 1 moins F de E, est donné par cette expression-là. Alors, calculons maintenant la densité des électrons dans la bande de conduction. Alors, soit N, la densité des électrons dans la bande de conduction. N, c'est donc l'intégrale entre EC et E max, si vous voulez, le niveau le plus élevé de la bande de conduction, qu'on va prendre, si vous voulez, à l'infini. Donc, c'est l'intégrale entre EC et l'infini de dn, c'est-à-dire de Fn de E, dn de E fois dE. Alors, bon, le calcul, si vous voulez, ne rentre pas dans le cadre, le calcul précis, si vous voulez, ne rentre pas dans le cadre de ce cours. Il fait partie des cours de physique des solides. Donc, pour effectuer l'intégration, on considère que le niveau de Fermi reste dans la bande interdite, en respectant ou en considérant que EC moins EF est très supérieur à quelques kT. Alors, ce qui nous place dans l'approximation de Boltzmann, c'est-à-dire que Fn de E, si vous voulez, est donné par la relation exponentielle moins E moins EF sur kT. Donc, ça veut dire qu'on néglige, si vous voulez, le 1 dans l'expression devant l'exponentielle, dans l'expression du niveau dans l'expression de la fonction de Fermi-Dirac. Tout calcul fait, donc, on trouve que la densité des électrons dans la bande de conduction est donnée par cette relation-là, NC exponentielle moins EC moins EF sur kT. Autrement dit, si vous remarquez ici, si vous voulez, ici j'ai EC, ici j'ai EC. Si je remplace ici E par EC, c'est Fn de EC. Donc N, c'est tout simplement NC fois Fn de EC. Avec NC, c'est ce qu'on appelle la densité équivalente d'état dans la bande de conduction. Et NC, c'est une fonction de la température, c'est donné par cette expression. À partir de la densité de cette expression-là, de la densité des électrons dans la bande de conduction, on peut déduire la position du niveau de Fermi. Il suffit de diviser le n par nc, d'accord, appliquer le log, et vous avez EC moins EF, moins EC moins F égale ln de n sur nc, ou bien à l'inverse, ln de grand n sur n égale EC moins EF sur kT, ce qui vous permet d'écrire que EF égale EC moins kT log ln n de nc sur n. Donc on voit très bien que le niveau de Fermi est en dessous de EC. Il est dans la bande interdite en dessous de EC. Alors pour le calcul de la densité des trous dans la bande de valence, on mène un raisonnement analogue, soit P la densité des trous dans la bande de valence, P est donc l'intégrale entre E min et EV, on va prendre E min égale moins l'infini, jusqu'à EV de 2 fois F indice P de E, dP de E fois dE.
Alors, on se place dans les mêmes conditions que tout à l'heure. On remplace dP2, dP de E et Fp de E par leur expression. Et l'intégration s'effectue facilement en considérant que, si vous voulez, cette expression EF moins EV, si vous voulez, cet intervalle-là, très supérieur à kT, donc ce qui nous ramène, si vous voulez, dans l'approximation de Boltzmann. Et tout calcul fait, on trouve que la concentration des porteurs de charge positive, P des trous, c'est NV exponentielle moins EF moins EV sur kT, c'est-à-dire NV Fp de EV. Avec NV, grand NV, c'est la densité équivalente d'état dans la bande de valence, donnée par cette expression-là. Donc, elle est proportionnelle à la température puissance 3,5. Alors, à partir de l'expression de P, de la densité, on peut déterminer aussi EF en fonction de EV. Et on trouve que EF égale EV plus kT log de NV sur EP. Ça veut dire que le EF est au-dessus de l'énergie EV, c'est-à-dire l'énergie du haut de la bande de valence. Alors, intéressons-nous à la concentration des porteurs de charge à l'équilibre et à la loi entre ces concentrations qu'on appelle la loi d'action de masse. Alors, je vais noter si vous voulez, si vous voulez spécifier que nous sommes à l'équilibre thermodynamique, je vais introduire la notation suivante, N égale N0 pour dire que je suis à l'équilibre thermodynamique. Et P égale à P0 pour dire que je suis à l'équilibre thermodynamique. Donc N égale N0 égale NC exponentielle moins EC moins F sur KT. P égale P0 égale NV l'exponentielle moins EF moins EV sur KT, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Et je vais multiplier maintenant N0 par P0, tout simplement. Hein, la densité des porteurs négatifs par la densité des porteurs positifs. Donc, c'est NC fois NV, exponentielle moins EC moins F sur KT, fois l'exponentielle moins EF moins EV sur KT. Ça va me donner, si vous voulez, si je développe ce calcul-là, ça va me donner tout simplement le produit N0 fois P0 égale NC fois NV exponentielle moins EG sur KT. EG, c'est EC moins EV. Donc, on remarque que ce produit-là est indépendant du niveau de Fermi. Il ne contient pas de niveau de Fermi. Il dépend tout simplement de EG et de la température. Alors, remarquons que dans un semi-conducteur intrinsèque, la concentration des porteurs des trous est égale à la concentration des électrons. En effet, parce qu'il y a autant, si vous voulez, le trou, c'est tout simplement le déplacement d'un électron. Donc, quand vous déplacez un électron de la bande de valence vers la bande de conduction, on crée un trou. Donc, il y a autant d'électrons que de trous. Alors, on va, si vous voulez, poser NI égale, dans un semi-conducteur intrinsèque, homogène, on va poser NI égale P0 fois égale N0. N0, c'est le nombre intrinsèque ou la densité intrinsèque des porteurs de charge. D'accord? Donc N0 égale P0 égale N0, hein, égale ou bien NC exponentielle moins EC moins F sur KT, ou bien NV exponentielle moins EF moins EV sur KT. Alors la loi d'action de masse, c'est quoi? C'est tout simplement ce produit N0 P0 qui est égal NC fois NV, l'exponentielle moins EG sur KT, et puisque N0 égale NI et P0 égale NI, ben ça devient égal NI au carré fois T. Donc la loi de masse, c'est N0 P0 égale NI carré de T. Si je remplace NC et NV par leur expression, donc j'obtiens NI au carré égale une constante A, T à la puissance 3 exponentielle moins EG sur KT. Donc j'ai remplacé les NC et NV par leur expression et ça me donne donc cette expression. A est une constante spécifique du matériau indépendante de la température. Alors, le produit N0 P0 égale NI au carré de T, c'est ce qu'on appelle une loi d'action de masse au sens de la thermodynamique. Alors, qu'appelle-t-on la conductivité extrinsèque? Alors, lorsque le semi-conducteur est pur, la conduction, si vous voulez, par l'excitation thermique, est une conduction intrinsèque. Alors que lorsque j'introduis des atomes étrangers, des impuretés, en petite quantité, des concentrations de l'ordre 10-7, bien sûr, donc, je vais modifier les performances électriques du semi-conducteur, comme on va le voir par la suite. Alors, on dit dans ce cas-là que le solide est dopé. La conductivité résultante est dite extrinsèque.
la nature du semi-conducteur dopé sera différente suivant que l'atome introduit est un atome donneur ou un atome accepteur d'électrons. Si l'atome impureté ou dopant est un atome donneur, on dit que le semi-conducteur est du type N, petit n ou grand N. Si l'atome dopant ou l'impureté introduite dans le cristal semi-conducteur est un atome accepteur, on dira que le semi-conducteur est de type P. Alors, quelques exemples pour illustrer donc les deux types de semi-conducteurs. Semi-conducteur de type N. Considérons par exemple le silicium. Si nous remplaçons des atomes de silicium, donc silicium pur, par des atomes de phosphore, le phosphore c'est le symbole P, le numéro atomique Z c'est 15. Alors sa configuration électronique c'est celle du néon terminée par 3s2, 3p3. Donc P, on dira que c'est un atome donneur. Pourquoi? Alors remarquons ici que les électrons de valence du phosphore sont au nombre de 5. Il y a 2 sur la couche 3s et 3 sur la couche 3p. Donc j'ai 5 électrons de valence. Donc, comme je viens de le dire, donc le phosphore a 5 électrons de valence. Alors si je le mets à la place d'un silicium, alors les 4 électrons du silicium vont participer aux 4 liaisons équivalentes avec les 4 voisins, d'accord? Et il reste un électron libre, c'est cet électron-là. Donc on dira que Si est dopé N, et les charges négatives, dans ce cas-là, si vous voulez, les charges négatives, les électrons en libre ici en plus, sont majoritaires dans le semi-conducteur. La conduction, dans ce cas-là, se fera à travers ces électrons libres. On dira que la conduction se fait par les électrons. Ou les porteurs majoritaires, ici, de charges qui contribuent à la conduction électrique sont des électrons. Bien, alors, sur cette diapositive, j'ai représenté les électrons, si vous voulez, ici par les petites sphères jaunes, d'accord, si vous voulez, autour de chaque phosphore, si vous voulez, ici. Chaque phosphore libère donc un électron, si vous voulez, excédentaire. Donc les électrons, dans ce cas-là, sont les porteurs majoritaires. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la conductivité intrinsèque due à la température du silicium pur. Alors, le schéma de bande d'énergie du silicium dopé N. Alors, je schématise donc mon semi-conducteur par sa bande de valence et sa bande de conduction, avec, si vous voulez, la bande de conduction vide, la bande de valence pleine, et avec l'énergie EG, l'énergie du gap, c'est EC moins EV. Quelle est la modification du schéma de bande lorsqu'on introduit du phosphore? Ben, les atomes P introduisent des niveaux d'énergie très voisins de EC, si vous voulez, à quelques centièmes d'électron-volts de EC. Donc, dans ces niveaux, donc il introduit des niveaux d'énergie dans la bande interdite. Alors ces niveaux d'énergie, on dira qu'ils sont des niveaux, ces niveaux d'énergie, si vous voulez, introduites par les impuretés dans la bande interdite, on dira qu'ils sont des niveaux donneurs. Si vous voulez, il y a des électrons, ce sont les électrons libres excédentaires du phosphore, qui seront, si vous voulez, sur ces niveaux-là. Donc le silicium dopé au phosphore est un semi-conducteur de type N. Donc l'application d'un champ électrique, si vous voulez, faible à température ambiante, va faire passer les électrons facilement, les électrons, puisqu'ils n'ont que cette énergie à vaincre, un centième d'électron-volt, si vous voulez, et les électrons, si vous voulez, vont passer de ce niveau-là à ce niveau-là et vont contribuer, si vous voulez, à la conduction électrique, en plus des électrons qui peuvent passer de là à là, si vous voulez, et donc grâce à l'agitation thermique, à la conduction intrinsèque. Mais on verra, si vous voulez, que dans ce type de semi-conducteur N, par exemple, que les porteurs majoritaires sont les électrons, si vous voulez, introduits par les impuretés donatrices. Alors, pour le semi-conducteur de type P, l'exemple, si vous voulez, sera, si vous voulez, le suivant. On va remplacer dans le cristal parfait du silicium, pur, on va dire, du silicium par des atomes de bore. On va enlever un atome de silicium et on va le remplacer par un atome de bore. L'atome de bore, c'est le symbole B et son numéro atomique Z égale à 5. Alors B, donc,
sa conjugation électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p1. Donc, les électrons de valence sont au nombre de 3, ils sont sur la couche n égale à 2, sont au nombre de 3. Alors, si on enlève un silicium et on met un bore à la place, les 3 électrons vont participer aux liaisons covalentes avec 3 silicium, si vous voulez, voisins, mais il reste, si vous voulez, un trou ici, un vide. Il n'y a pas d'électron ici, il manque un électron, ce qu'on appelle un trou. Donc l'électron manquant se comporte comme une charge positive libre. Donc ce trou-là va se comporter comme une charge positive libre. Voilà, si j'enlève un autre, ben, j'ajoute, si vous voulez, un trou. Si j'enlève un autre, donc j'ajoute un trou. Donc on voit que ici, ce sont les trous qui vont, si vous voulez, être responsables de la conduction électrique dans le cas du bore. Le trou n'est pas, remarque, le trou n'est pas une charge positive, c'est une lacune qui peut accepter un électron. Hein, ce trou-là peut accepter un électron. Et donc, s'il accepte un électron, donc si j'aurai un déplacement d'électrons, j'aurai, si vous voulez, une conduction aussi par des charges négatives. Alors, toujours dans l'exemple du semi-conducteur de type P, les trous sont majoritaires, mais n'oublions pas que les porteurs négatifs existent aussi, parce que il y a toujours la conduction intrinsèque. Mais les porteurs négatifs, dans ce cas-là, ils sont minoritaires devant les porteurs positifs. Alors, je rappelle que lorsqu'on applique, dans le cas d'un semi-conducteur dopé P, avec le bord, lorsqu'on applique un champ électrique, la conduction se fait à la fois par les trous et par les électrons. Illustration. Voilà. Un électron, si vous voulez, peut venir remplacer le trou ou se recombiner avec le trou et il laisse sa place vide qui sera remplacée par un autre électron. Donc j'ai un déplacement à la fois du trou et d'électrons. Voilà, un électron qui vient remplacer le trou ici. Par exemple, cet électron qui est venu de là à là. Un électron vient le remplacer d'une autre, si vous voulez, d'un autre atome du silicium. Donc j'ai à la fois des déplacements d'électrons et de trous, donc j'ai une conduction qui se fait à la fois par des trous et par des électrons. Alors, explication à travers le schéma de bande d'énergie du silicium dopé. Alors, lorsque on dope le silicium avec le bore, les atomes de bore introduisent des niveaux d'énergie très voisines de EV, quelques centièmes d'électron-volts de EV, dont la bande interdite bien sûr. Alors ces niveaux-là, ce seront des niveaux accepteurs. Pourquoi accepteurs? Tout simplement, lorsque je vais appliquer à température ambiante un champ électrique, ces électrons vont quitter la bande de valence, si vous voulez, et se mettre sur ce niveau-là, qui est très près. Et ils vont laisser des trous dans la bande de valence. Donc ces trous-là, puisqu'ils sont majoritaires, ils vont, si vous voulez, être responsables de la conduction électrique dans le silicium dopé P. Donc le silicium dopé au bord est un semi-conducteur de type P. Alors concentration des porteurs à l'équilibre. Nous avons vu que N égale N0 égale NC exponentielle moins EC moins F sur KT, P est donné par l'expression suivante aussi. Alors, la loi d'action de masse est obtenue lorsque nous multiplions N0 par P0, donc est donné par cette relation-là, et le produit donc est indépendant du niveau de Fermi. Je rappelle que dans un semi-conducteur intrinsèque, si vous voulez, j'ai autant NI égale P0 égale N0 égale à NC exponentielle moins EC moins F sur KT, et que la loi d'action de masse, c'est N0 P0 égale NI au carré fois T. Et si je remplace, si vous voulez, la concentration, les densités équivalentes d'état NC NV par leur expression, on obtient la concentration intrinsèque ou la densité des porteurs intrinsèques qui est proportionnelle à T à la puissance 3,5 exponentielle moins EG sur 2 KT. Alors, mobilité et conductivité intrinsèque.
Alors, rappelons que la mobilité électrique est définie comme le coefficient de proportionnalité entre la vitesse moyenne des porteurs de charge, qui peuvent être des électrons, des trous, des ions, et le champ électrique appliqué, donc V égale mu E. Rappelons que la mobilité des électrons, mu N, est négative, et celle des trous, mu P, elle est positive. La conductivité sigma intrinsèque, exprimée en ohm moins 1, est l'inverse de la résistivité ρ, qui est exprimée en ohm mètre. Et donc cette conductivité intrinsèque, donc, puisqu'il y a autant de charges positives que de charges négatives dans un semi-conducteur intrinsèque, donc c'est les charges négatives fois la densité intrinsèque fois mu n, plus les charges positives, la charge des trous, plus fois ni fois mu p. Donc c'est sigma n plus sigma p. Donc la conductivité intrinsèque, c'est la somme de la conductivité des porteurs de charge négative plus la conductivité des porteurs de charge positive. Et dans les deux cas, sigma n est positif, sigma p est positif. Ici, moins E et sigma n négatif, ici plus E, sigma p positif. Alors, expression du niveau de Fermi en fonction de la densité des porteurs intrinsèques. Alors, nous savons que N0 égale P0 égale Ni. Donc, si j'écris cette expression-là, si vous voulez, ça c'est N0. Par exemple, intrinsèque, je remplace F par Fi pour dire intrinsèque, est égal à racine de Nc fois Nf, c'est-à-dire Ni, exponentielle moins Eg, c'est-à-dire Ec moins Ev sur Kt. Alors, je peux déduire de cette relation-là, l'expression de EFI, c'est Ec plus Ev sur 2 moins Kt sur 2 ln de Nc sur Nv. Donc, si je néglige ce terme, donc j'ai une idée, si vous voulez, sur la position du niveau de Fermi. C'est Ec plus Ev sur E2. C'est pratiquement au milieu de la bande interdite pour un semi-conducteur intrinsèque. En calculant maintenant la densité d'électrons en fonction de Ni. Alors, N0 à l'équilibre, c'est Nc exponentielle moins Ec moins Ef sur Kt. Donc, Nc, je peux l'écrire comme N0, je peux l'écrire comme Nc exponentielle moins Ec moins Efi. Je vais introduire moins Efi plus Efi ici. Donc, ça va me donner, si vous voulez, exponentielle moins Ec moins Efi sur Kt fois l'exponentielle moins EFI moins EF sur Kt. Et ça, si vous voulez, c'est tout simplement Ni de t, fois l'exponentielle moins EFI moins EF sur Kt. Donc, la densité à l'équilibre, si vous voulez, des porteurs de charge négative en fonction, si vous voulez, de la densité intrinsèque est donnée par cette expression-là, bien sûr. EF, si vous voulez, c'est le niveau de Fermi dans le cas où le semi-conducteur est dopé, et EFI, c'est le niveau de Fermi dans le cas où le semi-conducteur est intrinsèque. Alors, le même raisonnement va me permettre de calculer le P0 égale Ni de t exponentielle moins EF moins EFI sur Kt. Et nous savons que N0 fois P0, toujours nous avons cette relation, que le semi-conducteur soit intrinsèque ou pas, N0 fois P0 égale Ni au carré de T, donc P0, si je connais N0, je peux déterminer P0 à partir de cette relation. Alors, concentration des porteurs libres à l'équilibre, considérons un semi-conducteur de type N. À l'équilibre thermodynamique, la densité des porteurs libres d'un semi-conducteur dopé par N des atomes donneurs, supposés tous ionisés, est déterminée donc par deux lois fondamentales. La première loi, c'est la loi d'action de masse, N0P0 égale Ni carré de T, et la deuxième loi, c'est l'équation de la neutralité électrique. Dans un semi-conducteur homogène, j'ai autant de charges positives que de charges négatives. Donc, P0 plus ND plus égale N0 plus Na moins, où ND plus et Na moins sont les concentrations des impuretés ionisées. Donc, si je suppose que j'ai des impuretés donatrices et acceptrices, donc les impures donatrices sont ionisées et donc ils perdent un électron sans charger positivement, je les mets avec les trous, et les impuretés acceptrices, si vous voulez, ils acceptent un électron, donc ils sont ionisés, chargés donc positivement, négativement, donc je les mets avec les charges négatives. Donc je dois avoir l'équation de la neutralité, je dois avoir autant de charges positives que de charges négatives. Donc retenez bien, si vous voulez, ces deux équations. Bien, si le semi-conducteur est de type N, ça veut dire
type N, ça veut dire j'ai des atomes, je n'ai que des atomes Nd. Les atomes Na, c'est nul, presque nul, sauf si vous voulez, c'est des impuretés non contrôlées. Donc à température ambiante, toutes les impuretés introduites donatrices sont ionisées. Donc Nd égale Nd+. Donc le N, si vous voulez, le Na, donc à négliger, donc j'ai N0 qui égale P0 plus Nd+, qui est égal Nd. De plus, si le semi-conducteur, comme j'ai dit, il est de type N, donc ça veut dire que la concentration des porteurs majoritaires, c'est N0, elle est très supérieure à P0, donc je peux négliger aussi P0, et j'ai, en première approximation, la concentration des porteurs majoritaires, c'est celle des atomes, des impuretés donatrices. Les électrons sont donc les porteurs majoritaires à travers, si vous voulez, cette relation. Et les trous sont les porteurs minoritaires. Alors, quand les porteurs négatifs, sont beaucoup plus nombreux que les porteurs positifs, le semi-conducteur, nous avons dit qu'il est de type N, il est repéré par un grand N ou petit n. Plus un semi-conducteur est dopé N, plus la différence entre les densités des porteurs majoritaires négatifs et la densité des porteurs minoritaires positifs, c'est-à-dire les trous, est importante. La densité des porteurs négatifs est constante, elle est égale à la densité des atomes d'impureté. La conduction se fait donc par électrons, et la conductivité donc pour les semi-conducteurs de type N va s'écrire comme ceci, sigma égale donc les charges négatives moins E fois N0 fois mu N plus si vous voulez, les charges des trous, P0 fois mu P. Mais, puisque P0 est négligeable devant N0, donc c'est peu différent de moins EN fois N0 fois mu N. Mais, puisqu'on vient de montrer, si vous voulez, que N0 est peu différent de Nd, on peut écrire donc sigma, c'est moins E Nd fois mu N. Donc si je connais la concentration des impuretés donatrices et la mobilité, si vous voulez, des électrons, donc j'ai une idée sur la conductivité du semi-conducteur de type N. Alors pour le cas du semi-conducteur de type P, à l'équilibre thermodynamique, la densité des porteurs libres d'un semi-conducteur dopé par Na atomes acceptrices, on va les supposer tous ionisés, est déterminée également par deux lois fondamentales que nous avons déjà vues. La loi d'action de masse N0, P0 égale Ni au carré T et l'équation de la neutralité électrique, c'est-à-dire P0 plus Nd plus égale N0 plus Na moins. Alors, pour le semi-conducteur de type P, les Nd sont presque nuls. Je n'ai pas dopé, j'ai dopé avec Na et non pas avec Nd, donc Nd pratiquement nul. Donc je vais enlever le Nd ici, donc il reste P0 égale N0 plus Na. Puisqu'il est type P, donc P0 est majoritaire, donc très supérieur devant N0, je peux négliger le N0 devant Na. Et donc P0 est pratiquement égal à Na. Donc les trous sont les porteurs majoritaires et les électrons sont les porteurs minoritaires. De la même manière que tout à l'heure, plus un semi-conducteur est dopé P, plus la différence entre les densités des porteurs majoritaires positifs et la densité des porteurs minoritaires est importante. La densité des porteurs positifs, les trous, est constante et égale à la densité des atomes des impuretés. Et la conduction se fait par trou. L'expression de la conductivité d'un semi-conducteur de type P s'écrit tout simplement sigma P égale plus E, c'est-à-dire la charge des trous, fois Na, c'est-à-dire la densité des atomes acceptrices, fois la mobilité des trous. Alors, pour terminer, nous allons, si vous voulez, examiner un exemple d'application des semi-conducteurs type P et N. C'est ce qu'on appelle la jonction Pn. Alors, c'est quoi la jonction Pn? Elle est créée tout simplement par la mise en contact d'un semi-conducteur de type P et d'un semi-conducteur de type N. J'ai à ma gauche donc un semi-conducteur de type P, qui contient des trous majoritairement. À gauche, un semi-conducteur de type N, qui contient des électrons majoritairement. La jonction Pn, si vous voulez, ce dispositif, si vous voulez, électronique, il est à la base de la plupart des applications des semi-conducteurs. Alors, dans la zone de contact que j'ai ombré, si vous voulez, par ce rectangle-là, les électrons du segment N, voilà ce que j'appelle le segment N, c'est une partie, si vous voulez, du semi-conducteur, pénètrent, donc des électrons de cette partie-là vont pénétrer dans le segment P.
le segment que j'ai représenté ici. Dans la zone de contact, les électrons libres du segment N pénètrent dans le segment P et se recombinent avec les trous. Ce phénomène est appelé diffusion-recombinaison. Comme on peut le voir sur l'animation, un électron passe de la zone N vers la zone P et se recombine, c'est-à-dire occupe le trou et se recombine avec le trou, c'est-à-dire il reprend sa place naturelle. Voilà ce qu'on appelle le phénomène de diffusion-recombinaison. Dans la région donc N, le phosphore perd un électron. Hein, l'électron passe de la région N vers la région P. Donc, il laisse des ions P positifs. Dans la région P, le bore gagne un électron. Dans ce phénomène de diffusion-recombinaison, donc le bore gagne un électron et devient un ion négatif, B-. Il en résulte qu'au niveau de la transition, il apparaît une zone vide de charge mobile, comme ceci. Dans la zone, si vous voulez, de transition, j'ai à droite des ions phosphore positifs et des ions bore négatifs. Le phosphore a perdu, les phosphores, si vous voulez, dans cette zone, ont perdu leur électron et les bores ont gagné un électron. Donc, seuls demeurent les atomes d'impureté fixe, si vous voulez, de part et d'autre de la jonction, des ions accepteurs dans le segment P, des ions donneurs dans le segment N, et les atomes neutres du semi-conducteur de part et d'autre de la jonction. Alors, ces charges qui sont constituées par les ions fixes de part et d'autre de la jonction, ils créent, puisque ici j'ai des charges positives et ici des charges négatives, ils créent donc un champ électrique que j'appelle ER, dirigé des charges positives vers les charges négatives, comme c'est le cas dans les phénomènes électriques. Donc, dans la zone de transition, dès que j'ai apparition d'une différence de potentiel, qu'on appelle V0, qui est appelée une barrière de potentiel. On va voir pourquoi on l'appelle barrière de potentiel. Donc le champ électrique ER créé par la jonction PN, il tend à maintenir les porteurs majoritaires dans leurs régions respectives et s'oppose ainsi à la cause qui lui donne naissance, qui lui a donné naissance, ce qui conduit à un état d'équilibre. En effet, alors, puisque le champ est dirigé des charges positives vers les charges négatives, si un électron s'approche ici, la force électrique, c'est la charge d'électron fois E, et il sera donc repoussé de ce côté-là, puisque c'est moins une charge moins Q fois E, et donc c'est opposé à E. Par contre, si vous voulez, si un trou s'approche de la zone, ben, il sera soumis, si vous voulez, à une force dans ce sens, dans le sens de E, ça veut dire qu'il sera repoussé dans ce sens. Donc ce champ-là, il maintient les porteurs majoritaires, chacun dans son coin. Et par conséquent, cette zone-là, elle est vide de charge mobile. Cette jonction PN est appelée communément en électronique la diode à jonction PN. Donc la diode, c'est quoi une diode? C'est un dipôle à semi-conducteur, qu'on appelle jonction PN, qui possède deux régimes de fonctionnement. Un régime qu'on appelle bloqué et un régime passant. Donc un régime qui bloque le passage du courant et un régime qui laisse passer le courant. Bon, on va voir, si vous voulez, des illustrations très simples sur les diapositives suivantes. Alors, le sens de branchement de la diode va avoir une importance sur le fonctionnement du circuit électronique qui contient donc la jonction. Alors voilà, je représente ici une jonction PN et j'ai deux générateurs, ici plus moins et ici moins plus. Et selon le branchement, si vous voulez, on va distinguer deux régimes. Alors, la diode sera polarisée en sens direct si j'ai le branchement 1. Voilà. Si je branche, si vous voulez, le circuit, le plus du côté P, le moins du côté N, on dira que la diode est polarisée en sens direct. Ça veut dire qu'elle est passante, qu'elle assure le passage du courant électrique. On va voir l'explication par la suite. Mais si
la diode est branchée comme le circuit 2, la diode est dite polarisée en sens inverse. Il bloque le passage du courant. Explication. Alors, la jonction PN polarisée en sens direct. Le plus sur le P et le moins sur la zone N. D'accord? Alors, on applique entre les zones N et P une tension qui affaiblit le champ ER. Alors, le champ ER, c'est le champ créé par, si vous voulez, la jonction. Mais nous, on va appliquer, si vous voulez, cette tension-là. Et cette tension-là va appliquer un champ, ça c'est le champ ER, et cette tension-là va appliquer le champ de plus vers le moins, le champ du générateur. D'accord? Donc, ils sont opposés. Alors, si la tension que j'applique est suffisante pour annuler la zone, si vous voulez, cette zone-là, pour la zone vide de charge, les électrons peuvent traverser tout le dispositif, d'où la possibilité d'un courant. C'est-à-dire, je vais avoir la possibilité d'avoir un courant ici, qui sort de, si vous voulez, de la borne positive et circule dans le circuit représenté par le circuit 1. Par contre, ça, si vous voulez, ça c'est le mode passant de la diode PN. Si maintenant je branche la diode comme ceci, c'est-à-dire plus sur la zone, le plus sur la zone N et le moins sur la zone P. Alors voilà, les choses vont, si vous s'inversez, on applique donc entre les zones N et P une tension qui renforce le champ E, c'est-à-dire comme ceci. Là, le champ ER, il est comme ceci. Et puisque j'ai inversé les pôles du générateur, le champ du générateur est dans le même sens. D'accord? Donc la zone vide de charge, cette zone-là, s'élargit. Et par conséquent, elle bloque le passage du courant. Donc on dira que, si vous voulez, on dira que la jonction ou la diode est en mode bloqué. Le courant, si vous voulez, ne peut pas passer, si vous voulez, dans ce cas-là. La jonction est en mode bloqué.